Merci pour cette invitation de parler aujourd'hui des découvertes qu'on a fait récemment avec les ondes gravitationnelles. Donc, je veux me concentrer sur ce qu'on a appris sur les trous noirs avec donc, ces découvertes d'ondes gravitationnelles. Et même pour commencer, je veux juste... Ok, est-ce que ça marche? Oui. Pour la première partie de mon exposé, je veux parler au sens plus large qu'est-ce que c'est un trou noir et qu'est-ce qu'on savait de ces trous noirs avant les découvertes d'ondes gravitationnelles, pour ensuite détailler ce qu'on a appris donc, après 2015. Donc, qu'est-ce que c'est un trou noir? Nous savons tous, c'est un objet qui, à la base, il a un champ gravitationnel tellement fort que rien ne peut échapper son rayon immédiat, donc ni la matière ni la lumière. Et a priori, ça veut dire que ces objets sont invisibles. Si la matière ils ne peuvent pas émettre de la lumière, donc ils sont invisibles. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'en échapper? Ça veut dire qu'on peut définir une surface immatérielle autour de ces objets qui s'appelle l'horizon des événements. Donc, si on se trouve en dehors de ces surfaces, on peut sentir la présence du trou noir par les effets gravitationnels, mais on peut quand même continuer de vivre sa vie. Par contre, si on se trouve dedans, on n'a pas d'autre choix que de tomber dans le trou noir. Et d'ailleurs, ce petit cercle noir, c'est juste une représentation symbolique de ce trou noir, puisque en théorie, il est infiniment petit, donc c'est une masse qui prend infiniment peu de place. Mais je vais continuer avec ces symboles. Donc, ces objets, à la base, ça paraît un peu bizarre. Pourquoi il y a une surface comme ça autour d'un objet central qui divise en fait l'espace en deux parties? Comment ils se sont formés? Donc, il y a deux questions qu'on peut se poser avec ces trous noirs à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est déjà, est-ce que le trou noir existe? Donc, est-ce qu'il existe vraiment ces objets avec ces propriétés qu'on vient de détailler? Bon, nous savons tous qu'il existe parce que sinon on n'aurait pas cette conférence aujourd'hui. Mais quand même, on va insister sur cette question. Et après, une fois qu'on s'est convaincu qu'il existe, comment ils peuvent se former en fait? Ok. Donc, je vais commencer avec quelque chose par un argument assez simple. Imaginons que nous sommes sur Terre. Là, nous connaissons tous le principe de la vitesse d'échappement. C'est la vitesse que je dois donner à un objet pour qu'il quitte la Terre et qu'il parte à l'infini. Donc, si je construis une fusée, je veux l'envoyer dans l'espace, il faut que je donne à cette fusée une vitesse minimale pour qu'elle puisse échapper à la gravitation de la Terre. Et donc, cette vitesse, elle est donnée par cette formule-là, donc la racine carrée peu importe deux fois, la constante de la gravitation, la masse de la Terre, dans cet exemple, divisée par le rayon de la Terre. Donc, pour le cas de la Terre, cette vitesse, elle est à peu près 11 km par seconde. Et si j'envoie un objet avec cette vitesse ou en vitesse supérieure, cet objet peut tout à fait quitter la Terre et aller vers les étoiles lointaines. Par contre, si la vitesse est inférieure, l'objet va retomber sur Terre. Et je peux appliquer ce même principe à n'importe quel objet, même le Soleil, les autres étoiles, peu importe. Par exemple, pour le Soleil, cette vitesse d'échappement, elle est 617 km par seconde, donc plus élevée que la Terre. Et là, vous remarquerez que la vitesse elle est proportionnelle à la racine carrée de la masse divisée par le rayon. Donc, pour que cette vitesse d'échappement soit grande, il faut que l'objet soit ce qu'on nous dit compact. Compact, ça veut dire que qu'on a une masse importante, mais aussi un rayon qui est petit. Donc, ce n'est pas suffisant qu'un objet soit très très massif pour qu'il soit compact. Et donc, on va revenir sur ces concepts plus tard.
Mais ce qu'on peut remarquer, en sachant que la vitesse de la lumière, elle est finie, donc elle est de 300 000 km par seconde, est-ce qu'on peut imaginer un objet, un astre, dont la vitesse d'échappement, elle dépasse la vitesse de la lumière? Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas? Et en fait, si on fait le calcul, si on peut imaginer une masse qui... Bon, là c'est symbole, c'est la masse du Soleil. Si on prend la masse de notre Soleil et la place dans un rayon de 3 km, la vitesse d'échappement, selon cette formule, elle serait exactement la vitesse de la lumière. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Est-ce que la lumière peut ou pas échapper à cet objet imaginaire? Après, on peut se poser la question, comment on peut arriver à telle densité, à un objet tellement compact? Et en fait, cet raisonnement, c'est exactement le raisonnement qui a été fait déjà à la fin de la XVIIIe siècle par... le premier, c'était probablement John Michell, un scientifique anglais qui s'est posé la question suivante. Si, comme l'a proposé Newton, la lumière est un courant de corpuscules, ces derniers devraient être affectés par la gravitation. Bon, déjà ici, on a deux suppositions très fortes. Déjà, est-ce que la lumière est un courant de corpuscules? Là, on peut se poser la question. Après, on a la théorie des ondes qui a été développée bien après Michel. Mais la supposition très forte, c'est que la lumière est affectée par la gravitation. En fait, la théorie de la gravitation et l'interaction avec la lumière n'était développée que bien plus tard. Donc ici, son raisonnement il est très très fort, mais il pose bien ses bases. Après, c'est un argument qu'on peut avoir. Donc, si on fait cet argument, il conclut que la lumière ne devrait donc pas pouvoir s'échapper d'un corps ayant la même densité que le Soleil, mais un rayon 500 fois plus grand. Donc là, il va dans l'autre sens que dans ce calcul que j'ai fait. Il va vers des corps extrêmement massifs. Vraiment, ça veut dire pour ces chiffres que c'est 30 millions de masses de Soleil, et donc un rayon 100 fois plus grand que le Soleil. Donc ça, ce sont des trous noirs qui existent aussi, là on sait maintenant aujourd'hui, mais pour la fin du XVIIIe siècle, c'était peut-être considéré comme complètement farfelu. Est-ce que les objets comme ça peuvent exister? C'était complètement peut-être un calcul vraiment théorique, rien à voir avec ce qu'on peut mesurer. Mais en tout cas, il a fait cette conclusion. Et quelques années plus tard, Laplace, qui est représenté ici, paraît-il indépendamment de Michel, est arrivé à la même conclusion avec, c'est exactement le même argument avec des autres chiffres. Il conclut, Laplace, il est donc possible que les plus grands corps de l'univers soient, pour cela même, invisibles. Donc, eux, ils sont allés vers des masses extrêmement gigantesques et ils ont conclu que ces corps-là auraient effectivement la vitesse d'échappement supérieure à la vitesse de la lumière. Mais là, on peut effectivement se poser vraiment la question, est-ce que la lumière est affectée par la gravitation comme les corps, comme la matière? Est-ce que ce principe de la vitesse d'échappement peut s'appliquer à la lumière? Et là, évidemment, on entre dans des débats compliqués. Après, au XIXe siècle, la théorie des ondes a été développée, donc on s'est dit, bon, peut-être les lumières, en fait, ce sont des ondes. Donc la gravitation ne s'applique pas exactement de la même manière, mais comment ça se passe, c'est une question à laquelle Albert Einstein a répondu déjà au début du XXe siècle, donc beaucoup d'années sont passées, donc avec la théorie de la relativité générale. Et donc, entre-temps, toute cette question de trous noirs qui ont été nommés par Michel astres noirs, si je me souviens bien. Personne n'était trop intéressé par ça, mais donc Einstein, jusqu'à Einstein, qui a développé la relativité générale. Et dans le cas de cette théorie,
l'espace et le temps, mais ils ne sont pas indépendants, mais ils forment ce qu'on appelle un espace-temps. Bon, ce n'est pas juste le jeu de mots, mais ce que ça veut dire, l'espace-temps, il peut être influencé par la matière et l'énergie qui sont dans ce même espace-temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En deux mots, l'espace est défini en fait par les mesures de distance. C'est comme ça qu'on a une notion dans notre espace. Là, il y a une distance de quelques mètres ici depuis moi et donc la première rang par exemple. Donc, on respecte bien les gestes barrières. On veut mesurer la distance ici. On mesure la distance de cette scène. On a aussi la notion de mesure de temps. Donc, on peut mettre des horloges qui mesurent combien de temps s'est passé. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de me chronométrer pour ne pas dépasser le temps de cette conférence. Et a priori, c'est ces distances qu'on peut mesurer dans cette salle et le temps qui passe au cours de la conférence, dans notre vie quotidienne, ils ne sont pas liés, ils sont indépendants l'un de l'autre. Mais effectivement, dans cette théorie d'Einstein, et ça devient important si on a des masses extrêmement importantes, ces mesures d'espace et les mesures de temps, ils sont liés. Et donc, si je représente ici les mesures d'espace et de temps symboliquement dans le vide, mais en présence de corps massifs, par exemple déjà le Soleil, il déforme l'espace-temps autour de lui. Et donc, si je me trouve près du Soleil, mes mesures de temps vont être différentes. Donc, si je place mon horloge, il va me donner des temps différents que par rapport au cas où le Soleil n'existait pas. Et pareil pour les mesures de distance. Là, vous savez si j'ai une source de lumière derrière le Soleil, ces rayons vont être déviés. Cette déformation de l'espace, elle est d'autant plus forte que l'objet est compact. Donc, on revient à la même notion de compacité, c'est-à-dire pour la même masse, pour la même masse, le rayon est réduit, l'effet sur la déformation d'espace-temps devient plus important. Donc ici, quand on voit symboliquement, je montre la déformation de ces mesures d'espace et de temps dans le cas du Soleil, dont les rayons est 700 000 km, une étoile à neutrons qui a à peu près la même masse que le Soleil, mais avec un rayon de 10 km, et donc un trou noir, évidemment on va y revenir juste après, qui aurait la même masse que le Soleil, mais avec un rayon de 3 km. Donc ici, ces trois objets ont la même masse, mais la déformation elle est plus importante pour un objet qui est plus compact. Et donc, selon l'explication célèbre de John Wheeler, qui était un des pionniers de développement de la relativité générale au XXe siècle, les masses indiquent à l'espace-temps comment il doit se courber, et l'espace-temps indique aux masses comment ils doivent se déplacer. Parce qu'effectivement, ces déformations de l'espace-temps, elles influent sur les trajectoires des masses dans ce même espace-temps. Et donc, après, si on revient à notre sujet de trou noir, Einstein a posé les équations de la relativité générale, mais encore, il fallait décrire le cas d'une masse dans cet espace-temps déformé. Et c'était fait par Karl Schwarzschild, l'Allemand, qui était en 1916. D'ailleurs, il est mort la même année. Et donc, lui, il a trouvé les solutions des équations d'Einstein pour les cas d'une masse, donc, par exemple le trou noir, donc, à l'extérieur en fait, d'un astre compact. Donc, et ce qu'il a montré, c'est qu'il existe effectivement un horizon d'événements qui définit en quelque sorte la surface du trou noir. Donc, c'est une surface immatérielle, c'est
c'est pas vraiment une surface sur laquelle on peut marcher. Et le trou noir, la masse, elle trouve du coup vraiment concentrée dans un point infiniment petit. Mais quand même, c'est en quelque sorte la surface du trou noir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il a montré avec ces solutions que, contrairement au cas normal d'une Terre ou du Soleil, on peut avoir une vitesse d'échappement finie. Dans le cas du trou noir, si on se pose sur cet horizon d'événements, donc un rayon qui correspond à cet horizon d'événements, on ne peut jamais envoyer aucun objet ni de la lumière dehors. Donc tous les objets tomberont sur le trou noir ainsi que la lumière. Et cet horizon, en fait, il sépare en quelque sorte tout l'espace en deux parties. L'extérieur, où on peut quand même vivre sa vie, et l'intérieur, auquel on n'a jamais accès. Donc juste pour expliquer un peu plus ce que c'est un horizon. Donc ici, je représentais encore une fois le trou noir symboliquement et l'horizon de ce trou noir. Imaginons que nous avons ici deux bonhommes qui se dirigent dans des sens opposés. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? On cherche des solutions pour ces équations d'Einstein. Quelles sont les trajectoires, les chemins possibles dans cet espace-temps autour du trou noir? Donc pour ça, on place deux bonhommes. Et donc le rouge se dirige vers la droite et le bleu vers la gauche. Pour démontrer ça, on utilise souvent des diagrammes qu'on appelle les diagrammes d'espace-temps. Ici, sur l'abscisse, c'est donc la distance d'un objet, et sur l'ordonnée, le temps qui passe. Donc le temps, ici, c'est le temps 0, donc je commence ici. Et donc je place mes points, donc le point rouge, ici à temps 0, à une distance... ces barres-là, ça indique justement les distances où ils ont commencé. Et le point bleu qui correspond au bonhomme bleu. Donc j'ai fait à l'œil, donc c'est pas exact, c'est pas hyper exact. Donc admettons qu'il court dans des directions opposées. Et voilà, ils se sont déplacés un petit peu. Et après quelques temps, donc du coup, dans un temps qui est plus 0, qui est plus élevé que 0, donc ça correspond à ces moments-là sur l'ordonnée, je place à nouveau deux points. Donc le point rouge qui correspond à cette distance, donc qu'il est plus éloigné du trou noir qu'au début, et à ce temps, à la temps où je fais la mesure. Et je peux continuer cette expérience, je les laisse courir, et un autre temps, encore plus tardive, je note les distances où ils se trouvent, donc le rouge et le bleu. Et comme ça, donc, ils peuvent continuer, voilà. Et au terme d'un certain temps, après, j'en ai marre de cette expérience, donc j'ai dit OK, stop. Et j'ai fait la somme de toutes mes mesures qui sont liées par cette ligne droite. Elle est droite en espace et temps parce qu'il court à une vitesse constante dans cet exemple. Donc évidemment, ces lignes, ce qu'il me montre, il me montre que donc, le bonhomme rouge a commencé ici, il a couru avec cette vitesse, et à un temps quelque chose par là, il est arrivé à une distance même plus éloignée du trou noir qu'il a commencé. Donc là, il est parfaitement capable de s'éloigner du trou noir. Alors que le bonhomme bleu, lui, il voulait tomber dans le trou noir, peut-être, donc il s'est rapproché du trou noir. Donc là, c'était une solution des équations d'Einstein. Évidemment, on peut avoir d'autres solutions pour ces deux bonhommes. Par exemple, ils peuvent courir à des vitesses différentes, et donc ça va donner des lignes différentes avec des pentes différentes dans ce diagramme. Mais admettons qu'il court vraiment hyper vite, très très proche de la vitesse de la lumière, et donc voilà, ça définit la solution. Maintenant, imaginons qu'on se trouve proche de l'horizon des événements. Donc mes deux bonhommes se trouvent ici. Donc admettons que le rouge peut-être est un petit peu en dehors et le bleu un petit peu dedans.
Bon, déjà, vous pouvez voir suivant les symboles que j'ai choisis que ça ne va pas du tout passer comme avant. Donc, maintenant, je cherche à nouveau des solutions pour des équations d'Einstein, pour ces deux bonhommes. Et il paraît que le bonhomme rouge, eh ben, il reste sur place. Il ne peut pas s'éloigner du trou noir. Bon, en fait, s'ils trouvent légèrement en dehors de l'horizon d'événements, s'ils peuvent se déplacer, mais vraiment très très peu. Donc pas du tout comme avant. Donc il ne peut pas se déplacer et se trouver infiniment loin du trou noir, comme avant quand il était dehors, quand il était en dehors de l'horizon des événements. Tandis que voilà, le bonhomme bleu, par contre, lui, il voulait tout le temps tomber et arriver au trou noir, donc lui, il tombe sans problème. Et maintenant, j'arrive au dernier cas où ils se trouvent tous les deux dans l'horizon des événements. Et bien, dans ces cas-là, il paraît que si je résous les équations d'Einstein, il n'existait pas des solutions pour le bonhomme rouge de sortir. En fait, même s'il court avec la vitesse de la lumière, non seulement il ne peut pas même rester à sa place, mais il tombe dans le trou noir. Donc si avant, quand on était à l'extérieur, il pouvait courir à la vitesse de la lumière et s'éloigner du trou noir, s'il se trouvait sur le bord, il pouvait difficilement rester, même là déjà, ce n'est pas une solution stable, mais admettons. S'il est dedans, même s'il court extrêmement vite, il ne peut jamais sortir. Il tombe à tous les coups dans le trou noir. Donc juste peut-être un petit peu lentement que celui qui lui, exprès fait dans le trou noir. Donc la raison, il laisse passer la matière de l'extérieur à l'intérieur, mais pas de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est ça, c'était ça, c'est cet objet un peu mystérieux, le trou noir. Et donc Schwarzschild a obtenu cette solution. D'accord, ça paraît bizarre, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre univers, avec les étoiles qu'on observe en fait? Bon, déjà cette solution, surtout que je montre ici, a été obtenue même après Schwarzschild. Donc, au cours du XXe siècle, il y avait beaucoup de travail sur les solutions justement des équations d'Einstein. Donc, ce n'était pas compris tout de suite. Mais encore, quel est le lien avec la nature? Est-ce que ces équations mathématiques ont du sens? Ou bien existe-t-il des étoiles dont la taille est inférieure à l'horizon? Donc, ici, déjà, qu'on fasse symboliquement, est-ce qu'on peut compresser le Soleil bon, évidemment, l'échelle n'est pas du tout conservée. Le Soleil qui, avec le rayon de 700 000 km, dont 3 km. Là, ça paraît complètement absurde. Eh bien, en 1939, Robert Oppenheimer et Hartland Schneider ont publié un article qui montrait que si c'est possible d'arriver à de telles densités. D'ailleurs, l'article a été publié le 1er septembre 1939. Donc, il y avait un autre événement limite plus important. Donc, malheureusement, déjà, ils étaient autrement occupés, ces deux scientifiques. Et donc, Oppenheimer, ici, a participé au projet Manhattan. Et puis, l'article a passé un petit peu inaperçu à l'époque. Et du coup, tous les scientifiques ne pouvaient pas, évidemment, continuer pendant quelques années leurs recherches. Néanmoins, dans cet article, ils ont montré qu'une étoile suffisamment massive, donc pas le Soleil, mais plus massive que le Soleil, peut s'effondrer et former un horizon. Donc en fait, ils ont réussi à résoudre l'équation d'Einstein dans le cas où on a une étoile massive qui s'effondre sur lui-même. Ils ont montré qu'effectivement, on arrive à la solution de Schwarzschild que je montrais avant. Je n'ai pas montré, mais je l'ai mentionné avant. On a cet astre hyper compact et autour, on a l'horizon avec cette propriété de ne pas laisser sortir de la matière ou de la lumière. Donc déjà, on est un peu plus proche parce qu'on sait que ça peut exister, mais
Comment lier cette solution quand même aux étoiles qui existent et qu'on voit. Donc là, il fallut encore d'autres développements pour la physique stellaire cette fois, donc au cours du XXe siècle, pour finalement pour comprendre qu'est-ce que c'est une étoile. Donc là, c'est vraiment, on passe à une autre partie de cette histoire. Donc jusqu'ici, on parlait plutôt des solutions mathématiques de l'espace-temps. Et maintenant, on arrive de l'autre côté, on se pose la question, d'accord, on a une étoile massive qui s'effondre, là on a compris, mais pourquoi on a ces étoiles massives, pourquoi ils s'effondrent, pourquoi l'étoile va s'effondrer en fait. Et en fait, les étoiles, on sait maintenant que les étoiles produisent leur énergie par des processus de fusion nucléaire, et par les mêmes processus, ils produisent des éléments chimiques, enfin tous les éléments chimiques, la plupart des éléments chimiques qu'on connaît. Et ces forces nucléaires contrebalancent les forces de la gravité au cours de la vie d'une étoile. Donc là, ça montre encore une fois schématiquement le fait qu'au début, les étoiles, il y a de la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. Après, on continue avec la fusion d'hélium en carbone et oxygène, et ainsi de suite. Si l'étoile est suffisamment massive, il continue de produire tous ces éléments jusqu'à le faire. Voilà, l'énergie qui est produite, elle empêche l'étoile de s'effondrer plus tôt. Mais à un moment donné, voilà, et il y avait le papier très célèbre en 1957 qui a proposé les bases de tous ces processus, donc le nucléosynthèse stellaire. Mais par la même occasion, on a compris que ces processus-là, ils ne peuvent pas durer infiniment longtemps, parce qu'à un moment donné, on va épuiser le carburant nucléaire, on pourra plus, donc l'étoile ne pourra plus maintenir la pression par ces processus de fusion, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a plus de pression, l'étoile va s'effondrer sur lui-même. Et là, à ce moment-là, peut-être là, c'est ça le processus que cherchaient Oppenheimer et Schneider. En fait, cet effondrement, peut-être si elle arrive dans la nature. Et voilà. Et en fait, on a déjà observé ces effondrements bien plus dans le passé, même à partir du Moyen-Âge, parce que justement, si on commence avec une étoile massive qui vit sa vie, qui produit des éléments par processus nucléaire, il passe par la phase des supergéantes rouges, etc. Une fois qu'il s'effondre, les couches extérieures s'envolent et produisent une explosion qui s'appelle explosion supernova. Et on a observé ces explosions ainsi que des vestiges supernova dans le ciel déjà depuis le XIe siècle. En fait, c'était la première qu'on a observée à l'œil nu, même peut-être avant. Donc cette partie-là de l'histoire, on connaissait déjà un peu. Et cette théorie de la nucléosynthèse stellaire a permis de mieux comprendre tous ces processus. Donc déjà la question, est-ce que ça peut être lié à la fin de vie de l'étoile? Est-ce que les étoiles compactes, les astres compacts, est-ce que c'est la fin de vie? Est-ce que c'est la fin de vie de mes étoiles massives? Et c'était partiellement confirmé en fait en 1967 quand Jocelyn Bell et Anthony Hewish ont découvert les pulsars. Donc les pulsars, ils sont des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur eux-mêmes. Je ne veux pas entrer dans les détails des étoiles à neutrons. Je vous invite à suivre d'autres conférences cette semaine sur les étoiles à neutrons, parce qu'il y en a. Mais juste un mot, donc les étoiles à neutrons sont eux aussi des astres compacts. Et comme je vous ai montré au début, ils déforment l'espace-temps de manière assez significative, donc ils sont très intéressants pour la relativité.
mais ils ne sont pas assez compacts pour former un horizon. Donc, pour un peu plus d'une masse solaire, ils ont un rayon de 10 km. Donc, déjà, encore une fois, schématiquement, on est arrivé à compresser le Soleil dans un rayon de 10 km, mais pas encore dans un rayon de 3 km comme on voulait. Et donc, les étoiles et neutrons, ils sont effectivement la phase de la fin des vies, une des phases possibles de la fin des vies d'une étoile massive, après être passée par la supernova, donc l'explosion qui a enlevé la majeure partie de la masse de cette étoile dans l'espace. Ce qui reste, donc le noyau qui reste, s'effondre en une étoile à neutrons, mais par contre, il ne continue pas à collapser dans quelque chose encore plus petit parce qu'il est maintenu par la pression de dégénérescence des neutrons, justement. C'est une étoile qui est composée presque uniquement de neutrons. Donc là, on est quand même assez proche de savoir si ou non les trous noirs existent, mais on n'est pas encore là. Jusqu'aux les années 71, en fait, c'était une découverte qui était faite sur plusieurs années, parce qu'au début, on n'a pas compris ce que ça signifiait, où on a découvert une source des rayons X, une source mystérieuse des rayons X. Bon, déjà, l'astronomie en rayons X, elle est hyper difficile parce que l'atmosphère bloque les rayons X, donc il fallait attendre les expériences qui sortent un petit peu de l'atmosphère pour mesurer ces rayons X. Donc voilà, c'était un peu difficile, c'était un effort commun de plusieurs observatoires. Et ils ont découvert une source X et après aussi une source radio dans la même région, au voisinage d'une étoile connue. Mais on ne voyait pas l'étoile à la source de ces rayons X. C'est-à-dire on voyait des rayons X, on n'avait pas de lumière visible. Il y avait une autre étoile à côté, mais là où il y avait la source des rayons X, il n'y avait rien du tout. Donc pas d'émission dans la lumière visible. Donc là, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui émet de la... Il y a de l'émission des rayons X, mais il n'y a pas de... Donc c'est pas une étoile normale, entre guillemets, parce qu'on ne le voit pas. Par contre, il y avait un indice par la présence d'une autre étoile juste à côté. Et en fait, l'interprétation de ces découvertes, c'est que donc, là, c'est l'étoile à côté qu'on voit bien dans le visible. Et c'est ce qui est source pas source, mais la cause plutôt de ces rayons X, c'est un trou noir qui est le compagnon de cette étoile visible. Après, vous allez me dire, mais voilà, on a dit tout à l'heure que le trou noir ne peut pas émettre de la lumière. Maintenant, tu nous dis qu'il émet les rayons X. Il n'y a pas de sens. En fait, ce n'est pas le trou noir lui-même qui émet les rayons X ou les radios, mais c'est plutôt la matière qui est éjectée par l'étoile normale, disons, et qui est accrétée sur le trou noir. Donc, on a la matière qui quitte, qui est éjectée par l'étoile normale, qui, par force de gravitation de ce trou noir, elle tombe sur le trou noir. Et en tombant sur le trou noir, parce qu'il y a du moment cinétique, elle crée un disque qui tourne autour, donc la matière qui tourne autour du trou noir et de manière de plus en plus serrée. Et dans ces disques, donc la friction de la matière dans ces disques, elle crée cette émission X. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est ce disque d'accrétion. On ne voit pas vraiment le trou noir, on voit le disque d'accrétion en rayon X. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on peut très bien mesurer les propriétés de ces trous noirs, même s'il est lui-même invisible, juste en utilisant les lois de Kepler. Parce que, encore une fois, on voit donc l'étoile HD, machin truc, qui lui a 40 masses solaires. Si on mesure
aussi la vitesse de cette étoile, voilà, de cette étoile jaune, et la période. On voit que l'étoile tourne autour de quelque chose. Donc, rien qu'en utilisant les lois de Kepler, on peut mesurer la masse de ce quelque chose. Et la masse de ce quelque chose, c'est 21 masses solaires. D'ailleurs, c'est une valeur récente. Ce n'est pas la valeur qui était donnée au début de la découverte. C'était récalculé à la hausse vraiment très récemment. Mais bon, peu importe. Donc, il y a quelque chose qui pèse 21 masses solaires. Et on ne peut pas le voir lui-même, mais on peut deviner qu'il existe. Et en fait, on est presque là, en fait, parce que là, on a observé quelque chose qui pèse 28 masses solaires. Maintenant, vous allez me dire, mais en fait, comment tu sais que c'est un trou noir? Et en fait, je ne sais pas exact, je ne peux pas être 100% sûr que c'est un trou noir, parce que je n'ai pas mesuré, je n'ai pas de preuve qu'il y a l'horizon d'événements pour cet objet-là. Par contre, je sais que la masse est beaucoup plus élevée que la masse maximale possible d'une étoile à neutrons. Là, j'ai zappé sur cette partie-là, mais en fait, comme on sait comment les étoiles à neutrons ils se forment et pourquoi ils ne s'effondrent plus. Voilà, comme je dis, par la pression de dégénérescence des neutrons, il y a quand même une masse maximale qui peut supporter, et c'est autour de 3 masses solaires. Donc on sait que, mais encore une fois, évidemment, ce sont des modèles. Tout ce qui est plus lourd que 3 masses solaires, ça ne peut pas être une étoile à neutrons. Donc on a mesuré ici quelque chose qui est 21 masses solaires, et la seule explication possible, donc c'est quelque chose qui est compact, qui pèse, qui est plus lourd, plus massif qu'une étoile à neutrons, et donc ça doit être un trou noir. Donc là, je dois accélérer un petit peu. Et donc là, je sais que le trou noir existe. Maintenant, comment il se forme? Donc là, on a le tableau complet de la vie d'une étoile. Ça commence par être un nuage de gaz. Bon, là, c'est la branche des étoiles de faible masse. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Mais la branche des fortes masses, ça va arriver jusqu'à une supernova et soit former une étoile à neutrons, soit un trou noir. Donc là, c'est les deux scénarios possibles pour une étoile massive. Donc juste pour faire un petit résumé, donc on a une étoile normale, il y a la pression qui est générée par les processus nucléaires qui contrebalance la gravité. Une fois le courant nucléaire est épuisé, l'étoile s'effondre sur elle-même parce qu'il n'y a plus de pression. Et il y a les couches extérieures qui s'effondrent sur le noyau et qui créent un choc, un onde de choc qui propulse les matières extérieures vers l'infini. Donc c'est une explosion de supernova qui s'est produite. Et le cœur, s'il est trop massif pour supporter la gravité, il s'effondre sur lui-même et forme donc un trou noir. Et dans certains cas, on peut même passer par la case de supernova et il y a un effondrement direct, donc ça commence à s'effondrer et bam, il y a juste le trou noir qui reste et rien d'autre. Donc ça peut aussi arriver. Et du coup, maintenant on a beaucoup, même plus de 20, peut-être autour de 30 candidats trous noirs mesurés dans ces binaires X. Et donc on peut déjà dresser un peu un tableau. Donc on peut commencer à étudier leurs propriétés. Donc dans cette graphique, je montre donc les masses de ces candidats trous noirs. Donc on appelle toujours candidats trous noirs. Donc ce sont des barres rouges. Donc chaque barre rouge correspond à un candidat trou noir. Donc vous pouvez ignorer vous pouvez c'est-à-dire les trucs noirs, ce sont plutôt les étoiles à neutrons. Pourquoi il y a des barres rouges et pas des points rouges? Parce qu'il y a l'incertitude dans la mesure des masses de ces trous noirs. Bon, voilà, les incertitudes, ils nous suivent partout, comme le climat et les trous noirs partout en fait. Donc effectivement, on ne peut pas être complètement sûr de la masse qu'on mesure. Même avec cette histoire des lois de Kepler, comme je vous ai montré, il y a quand même des incertitudes de mesures, d'inclinaison du système, etc. Mais quand même, on a une idée de ces masses, et ça va jusqu'à 20, 25, peut-être 30 masses solaires, mais pas plus.
Et donc, voilà, la masse minimale, effectivement, c'est autour des 5 masses solaires. Donc, il y a juste une question qui peut se poser. Pourquoi donc les masses de ces trous noirs observées dans le binaire X est inférieure à peut-être 25 masses solaires, alors que les étoiles massives, ils sont beaucoup plus massifs que ça. Donc déjà, une partie de la réponse est que nous avons vu qu'une partie de la masse est éjectée dans ces supernovas. Mais l'autre partie de la réponse, ce sont des vents stellaires que l'étoile subit au cours de sa vie. Donc là, c'est vraiment une observation qui était faite à partir de l'étoile Wolf-Rayet 124. Donc tous ces trucs jeunes, ce sont de la matière, voilà, des vents stellaires donc, qui étaient éjectés par l'étoile. Pourquoi ils sont éjectés? Parce que je vous ai dit que la pression, elle contrebalance la gravité, mais en fait, la pression elle peut être même plus forte que la gravité. Et si elle est plus forte que la gravité, il y a des matières qui s'envolent. Et donc, c'est ça les vents stellaires. Et au cours de sa vie, une étoile peut perdre jusqu'à 80% de sa masse initiale. Donc, je peux commencer avec une centaine de masses solaires et à la fin finir avec 20 masses solaires. Évidemment, ça va créer un trou noir, un maximum 20 masses solaires, mais pas plus. Et donc, cette histoire des vents, ça explique en partie les masses de ces candidats trous noirs. Ok, donc maintenant, c'est un peu je conclue la première partie. Donc, ce qu'on savait avant 2015, on savait que, bon, évidemment, il y avait des étoiles massives. Donc, à partir de peut-être une vingtaine de masses solaires, ces étoiles peuvent s'effondrer et former donc, des trous noirs. Et on avait observé des candidats trous noirs, en gros entre 5 et 25 masses solaires. Et on avait des modèles, des formations, on savait à peu près l'évolution stellaire des étoiles massives, donc les processus nucléaires, puis l'effondrement, et puis la solution, donc avec les équations d'Einstein, l'effondrement qui crée un trou noir, qui crée l'horizon, et donc on était, voilà, donc après, on savait plein de choses avant 2015 en fait. Donc on avait tout ça. Et maintenant, juste après, donc qu'est-ce qui est arrivé à 2015? Mais juste avant de parler à 2015, je veux faire un petit répertoire des trous noirs dans l'univers. Dans cet exposé, vous avez remarqué, je parle uniquement des trous noirs dits stellaires, c'est-à-dire, en gros, bon, ce n'est pas hyper bien défini, mais en gros, entre 5, quelques points de la masse des soleils et peut-être une centaine des masses solaires. Parce qu'on croit que ces étoiles-là ont été formées par des processus que je vous ai détaillés, donc l'effondrement des étoiles massives. Après, on a aussi dans l'univers les trous noirs massifs et supermassifs, donc entre 10 000 et 1 milliard de masses solaires. Là, ils habitent dans les centres des galaxies. Par exemple, dans notre galaxie, il y a un trou noir de 4 millions de masses solaires. Mais là, ils se forment évidemment par des processus différents parce qu'ils sont des monstres gigantesques, un peu comme on prédit au XVIIIe siècle le Mitchell et Laplace. Mais là, je ne veux pas du tout parler de ces trous noirs-là. On a peut-être des trous noirs de masse intermédiaire parce qu'on s'attend à quelque chose entre les deux, peut-être le lien manquant entre les deux populations. Et puis, quelque chose que je n'ai même pas mis sur cette slide. Et il y a dans certaines théories de la cosmologie, on s'attend à ce qu'il y ait des trous noirs de la masse inférieure à la masse du Soleil, mais là, ils se forment à des processus dans l'univers jeune, donc ce n'est pas du tout notre sujet ici. Ok. Donc, pour parler de ce qui est arrivé à 2015, donc Bruno a déjà mentionné évidemment, donc la découverte des ondes gravitationnelles. Et les ondes gravitationnelles, encore une fois, évidemment, sont des prédictions de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Ce sont des ondes dans l'espace-temps même. Donc là, je vous ai montré au début cette graphique de la déformation par le Soleil, le trou noir, etc., la déformation de l'espace-temps. Je vous dis
dit que les mesures de distance qu'on peut faire et les mesures de temps peuvent être déformées par la présence des masses et de l'énergie. Mais là, c'est une déformation qui est statique, une fois que si je mets là un trou noir dans cette salle, ça va être un peu déformer l'espace, hein, mais après, ça va quand même c'est calmer et rester le même. Parce que les ondes gravitationnelles, ce sont ces déformations qui se propagent. Donc, même s'il y avait une déformation quelque part dans l'univers, cette déformation, arriver jusque nous ici, dans cette salle, même si ici, il n'y a pas de masse, importante, il n'y a pas de trou noir. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait détecter je vais vous montrer tout à l'heure, mais effectivement, la coalescence des deux trous noirs qui s'est produit, heureusement pour nous, dans un univers très loin de nous. Mais ici, enfin pas dans cette salle, mais si on avait donc la détecteur ici, on pouvait mesurer cette déformation. Donc, ce sont des ondes qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et si j'ai un système, évidemment, ces ondes, comme les autres ondes qu'on connaît, ils font perdre de l'énergie au système. Et les sources de ces ondes gravitationnelles, ils sont nombreux, mais le source qui va nous intéresser ici, et le seul qui a été découvert pour l'instant, ce sont des systèmes binaires. Donc, par exemple, 2 trous noirs, 2 étoiles à neutrons, etc. Et aussi supernovae. Ok, donc là, c'est encore une fois une représentation schématique. Et donc, le signal de ces ondes gravitationnelles, donc, ça veut dire la mesure, par exemple, la mesure des distances. Ça veut dire que si je suis ici, je mesure la distance, je mesure la longueur de cet angle avec je mesure cette longueur. Et elle reste constante normalement, mais s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, cette distance, elle va changer. Donc, elle va changer de cette façon-là. Donc, ça, c'est le signal d'onde gravitationnelle qui produit dans ce cas, par la coalescence des deux objets compacts. Donc, encore une fois, il faut des objets compacts, comme des trous noirs. Et donc, la première phase, ils tournent l'un autour de l'autre, comme 2 astres, comme pour le problème de Kepler. Mais comme ils perdent de l'énergie à cause des ondes gravitationnelles, ils vont tomber l'un sur l'autre. Donc, l'orbite va se rétrécir, la fréquence orbitale va monter, et du coup, la fréquence du signal va aussi monter jusqu'à la coalescence. Et cette coalescence-là, dans le cas de 2 trous noirs, ça va produire un autre trou noir, évidemment, encore plus grand. Ok, comment je peux faire? Donc là, on voit une simulation, un calcul numérique. Donc là, c'est en couleur, c'est cette déformation de l'espace-temps. Donc là, les schémas qui vont, les petites flèches vont indiquer le schéma qui vont suivre mes petits bonhommes, si je l'avais placé ici. Ici en bas, c'est le signal non gravitationnel que vous voyez. Et donc les 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, il y a au début juste les 2 déformations de l'espace-temps individuelles, mais qui vont à un moment donné se rapprocher. Donc le signal va être de plus en plus fort jusqu'au début de coalescence. C'est là où, quelque sorte, les horizons d'événements se touchent. Et là, le signal, il est au plus fort. C'est là la coalescence. Et donc, il forme ensuite un trou noir encore plus grand qui va émettre des ondes gravitationnelles pour relaxer. Et ensuite, ces signaux, donc ces déformations qu'on vient de voir, ils vont se propager en ondes gravitationnelles, même très très loin de cette coalescence. Ok, merci. Ok, j'espère que ça va. Ok, super. Et donc, juste un mot sur les détecteurs des ondes gravitationnelles, ce n'est pas du tout le sujet, mais on peut, effectivement, on veut mesurer les distances, donc on fait ça avec des interféromètres. Bon, là, c'est le schématique, et là, c'est l'interféromètre Virgo, le vrai. Donc, on envoie un faisceau de laser qui est divisé en 2, et donc ces deux bras vont mesurer les distances. Et la longueur de chaque bras va être changée un petit peu à cause du passage d'ondes gravitationnelles. Et donc ensuite, on va
mesurer la différence entre les longueurs de chaque bras pour détecter la présence d'ondes gravitationnelles dans ce système. Et donc maintenant, on arrive vraiment à ce qui s'est passé en 2015. Donc en 2015, le 14 septembre plus précisément, et les observatoires LIGO aux États-Unis ont détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles qui étaient émises par une coalescence de deux trous noirs. Donc, et comment on sait cette fois que c'était deux trous noirs et pas autre chose? Parce que cette fois-ci, on a comparé le signal. Bon, qu'on a reçu avec les théories ou les calculs que je viens de vous montrer, qui ont été faits, eux, pour deux trous noirs. Donc là, on arrive quand même à mieux sonder les propriétés des trous noirs, même si, encore une fois, on n'arrive pas à voir l'horizon d'événements. Mais c'est un autre moyen de découvrir les trous noirs, et cette fois-ci, on dit que c'est une découverte directe, c'est une preuve directe de l'existence des trous noirs, parce que quand même, c'est quelque chose qui est émis par les trous noirs. Donc c'est pas, mais toujours on ne voit pas vraiment l'horizon. Voilà, donc ça c'est un peu comme le calcul que l'animation. Et donc ce signal correspond à une fusion de deux trous noirs de 36 et 29 masses solaires qui crée un trou noir de 62 masses solaires. Bon, si vous faites rapidement le calcul, vous allez voir que la somme de ces deux masses, ça ne donne pas 62. Donc il y a quelques masses qui manquent. Et ces masses qui manquent, c'est l'énergie qui était perdue par l'émission des ondes gravitationnelles, parce qu'on sait dans la théorie d'Einstein, la masse et l'énergie, c'est un peu la même chose. Voilà, donc là on est vraiment, vraiment très sûr que le trou noir existe. Et maintenant, on veut repenser la question de la formation de ces trous noirs. Là, c'est le résumé de la première campagne observationnelle de LIGO, donc qui était fait fin 2015-2016. Donc là, ça montre les masses en unité de masse solaire des découvertes. Donc là, c'est la toute première découverte. Donc c'était 29 et 30 et quelques, qui a donné le 62 masses, donc l'ordre de 62 masses. Et juste après, il y avait une autre découverte. Et là, ici, déjà, il compare au trou noir, au candidat trou noir détecté par des rayons X. Et c'est que ce graphique montre que les trous noirs détectés en ondes gravitationnelles sont bien plus massifs. Bon, pas tous, mais dans certains cas, ils sont quand même un peu plus massifs que le trou noir qu'on connaissait avant. Et les autres campagnes observationnelles, on a poursuivi les observations. Donc la deuxième campagne, on a découvert des plus faibles masses, mais aussi des masses plus importantes. Et la troisième, donc ici on a beaucoup de coalescences, donc on a deux trous noirs qui forment un troisième. Donc on a quand même déjà on prend les 40-50 masses solaires. Donc on a même des trous noirs encore plus massifs que je vais vous montrer juste après. Et donc si on compare les sphères bleues qui représentent les trous noirs découverts en ondes gravitationnelles avec les sphères violettes qui représentent les trous noirs découverts avec des rayons, avec cette histoire de rayons X, donc c'est-à-dire dont la présence est devinée par l'émission X, on voit que quand même les trous noirs détectés en ondes gravitationnelles sont dans certains cas plus massifs. Donc, là on peut se poser la question, est-ce que ce sont deux populations différentes? Pourquoi ont-elles différence des masses? Est-ce qu'ils se forment d'une manière complètement différente ou pas complètement différente? Parce que quand même, beaucoup des trous noirs observés en ondes gravitationnelles ont des masses très similaires à ceux de binaires X. Et pourquoi la masse des trous noirs dans les binaires X est limitée? Donc déjà, je vous dis que
je n'ai pas les réponses parce que c'est un sujet de recherche très actif, et donc leur recherche continue. Mais il y a quand même quelques hypothèses. Donc l'hypothèse peut-être les plus répandues, c'est qu'ils forment dans un environnement différent. Donc je veux détailler ce que ça veut dire. L'autre hypothèse est que les trous noirs binaires détectés en ordre gravitationnel forment par coalescence répétitive. Et il y a d'autres hypothèses encore, mais il y a une hypothèse qui est moins probable peut-être, mais quand même, elle existe. Et elle consiste à dire que certains trous noirs forment dans l'univers jaune par des processus complètement différents. Donc, rien à voir avec la physique stellaire. Et donc, pour ça, ils peuvent avoir n'importe quelle masse. Bon, pas n'importe lesquelles, mais ils ne sont pas liés aux masses d'étoiles du tout. Donc, pour aborder cette première hypothèse, je vais revenir sur cette histoire de la nucléosynthèse stellaire. Déjà, on revient à la nucléosynthèse stellaire. Donc, vous voyez que la physique des trous noirs elle est étroitement liée à la physique stellaire quand même. Donc, on a dit que les éléments chimiques sont produits dans les étoiles, etc. Donc, on a l'histoire des pressions, Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand l'étoile meurt, elle explose en supernova? Même des étoiles de faible masse qui eux, forment des naines blanches. Cette matière extérieure de l'étoile, elle est expulsée dans le milieu interstellaire. Donc, maintenant, le milieu interstellaire devient plus enrichi en éléments chimiques. Ça veut dire que la génération suivante des étoiles qui sont créées à partir de ce milieu interstellaire sera, elle, enrichie en éléments chimiques. Donc, si on l'univers vraiment très, très précoce, on a commencé avec les étoiles, la toute première génération des étoiles ne contenait que de l'hydrogène, un petit peu d'hélium, mais c'est tout. Et ces étoiles ont produit plein d'éléments chimiques et enrichi donc le milieu interstellaire quand ils sont morts. La génération suivante, déjà, elle contient plus d'éléments chimiques et les générations suivantes, plus encore. Donc, ça veut dire au fil du temps cosmique, l'univers change, la composition chimique de l'univers change. Et la composition chimique des galaxies différentes, donc si on regarde dans d'autres galaxies autour de nous, notre galaxie, etc., la composition chimique elle est différente. Donc notre galaxie, par exemple, elle est assez vieille, elle contient beaucoup d'éléments chimiques. Mais les galaxies naines dans l'univers lointain, elles sont peut-être jaunes, elles contiennent peu d'éléments chimiques. Donc les conditions de naissance des étoiles, déjà, elles sont très différentes dans des galaxies différentes. Et, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'histoire, si vous vous souvenez de l'histoire des vents stellaires qui a servi pour expliquer les masses des trous noirs dans les binaires X. Et on a dit qu'au cours de sa vie, des étoiles massives, ils perdent une grande partie, ou en tout cas une partie de leur masse. Eh bien, la puissance de ces vents stellaires, en fait, elle est liée à la composition chimique des étoiles. En fait, si l'étoile contient plus d'éléments chimiques, on dit, je n'ai pas écrit, on dit en astrophysique, on dit des métaux. En fait, ça veut dire tout ce qui est plus lourd que l'hélium. Mais là, donc, plus d'éléments chimiques. Plus il y a ces éléments chimiques dans l'étoile, plus les vents sont forts. Donc, si je trace ici, je mets 3 étoiles avec des compositions chimiques différentes, parce qu'admettons qu'ils sont nés dans des temps différents. Donc là, c'était l'étoile vraiment la première génération. Il avait que l'hydrogène, un petit peu d'hélium. C'est la deuxième génération. Donc, il a aussi un petit peu. Bon, là, j'ai mis des exemples comme ça, un petit peu des carbone d'oxygène. Et l'étoile rouge, il a vraiment beaucoup plus de fer. Là, quand je dis plus d'éléments chimiques, ça reste quand même assez réduit par rapport à la masse totale d'étoiles. Il s'agit de quelques pourcents de sa masse, hein, même dans le Soleil. Mais ça peut jouer un rôle extrêmement important parce qu'au cours de leur vie, ça va passer quelque chose. Donc, les premières étoiles ne vont pas du tout perdre de masse, il va rester comme il est. Et donc, voilà.
Le deuxième, il va perdre un petit peu de masse, et le troisième va perdre beaucoup de masse. Donc là, ils ont perdu la masse, ils ont fabriqué eux-mêmes des éléments chimiques, ils arrivent à la phase où ils vont s'effondrer en un trou noir. Et bien, ce qui va se passer, c'est évidemment l'étoile qui était le plus massive, juste avant de s'effondrer, il va former un trou noir plus massif. Et celui qui était un peu moins massif, il va former un trou noir un peu moins massif, etc. Donc, selon cette hypothèse, les binaires X, comme ils sont tous dans notre galaxie, bon là, ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait, mais notre galaxie, elle est riche en éléments chimiques, et donc c'est peut-être logique que les trous noirs qui font dans notre galaxie sont issus des étoiles enrichies en éléments chimiques qui ont subi beaucoup d'événements stellaires. Par contre, avec les ondes gravitationnelles, on a accès à l'univers beaucoup plus longtemps que notre galaxie. On peut observer des trous noirs dans d'autres galaxies, y compris dans des galaxies naines, qui sont, elles, pauvres en éléments chimiques. Et donc, à la base, les étoiles qui ont été formées par là ont subi moins d'événements stellaires, donc elles étaient plus massives juste avant l'effondrement, et donc ils ont produit des trous noirs plus massifs. Là, évidemment, vous vous en doutez bien, il faut construire vraiment des modèles, maintenant non seulement avec des évolutions stellaires, mais aussi l'évolution des galaxies pour aller tester ces hypothèses. Et comme j'avais dit, c'est un sujet de recherche très actif. Une autre possibilité qui a été évoquée, pour expliquer cette différence des masses entre des trous noirs dans des binaires X et des trous noirs détectés par ondes gravitationnelles, c'est de dire qu'on avait des générations successives de trous noirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que j'ai deux trous noirs, ils se fusionnent et ils forment un autre trou noir. D'accord. Maintenant, à côté, mais dans ces mêmes voisinages, j'ai un autre couple de trous noirs qui fait la même chose. Bon, peut-être pas exactement en même temps, mais quand même au voisinage. Maintenant, si c'est donc, je peux appeler ces petits trous noirs la première génération et ces deux trous noirs ici la deuxième génération. D'accord. Maintenant, mais s'ils se trouvent non seulement au voisinage l'un de l'autre, mais vraiment assez proches, ou bien ils subissent des interactions avec les autres trous noirs, les autres étoiles autour, de la sorte qu'ils se rapprochent, ils peuvent coalescer à leur tour, donc ces deux trous noirs, et former donc la troisième génération. Donc, selon cette hypothèse, on peut produire des trous noirs massifs par coalescence successive. Et donc, selon cette hypothèse, les trous noirs qu'on observe avec les autres gravitationnels sont ceux-là, sont la deuxième génération des trous noirs. La difficulté de cette hypothèse, c'est d'avoir un milieu vraiment très dense où les trous noirs peuvent se rencontrer de nouveau. Donc, non seulement déjà avoir deux trous noirs, c'est tellement proche, c'est pas anodin, et d'en avoir un autre couple qui en fait un trou noir au voisinage du premier, c'est vraiment un événement assez rare. Donc la question est de savoir si c'est possible, si ça donne la fréquence, le taux de coalescence espéré. Parce que en plus, si vous souvenez de toute cette histoire de formation stellaire qu'on a évoquée, d'évolution stellaire, ça devient encore plus compliqué si on a deux étoiles. Parce que pour former donc deux trous noirs, il faut deux étoiles. Et les deux étoiles, comme ils évoluent ensemble, il y a beaucoup plus des interactions. Et donc, ça devient un peu plus compliqué. D'ailleurs, je vous invite à suivre la conférence de Sylvain Chatty, je pense vendredi, sur ce sujet. Je pense que c'est sur ce sujet. Donc, en résumé, je veux quand même résumer ici. Donc, les masses de certains trous noirs binaires
qu'on a détectées avec des ondes gravitationnelles sont plus grandes que celles des candidats trous noirs. On a quelques scénarios possibles qu'on a évoqués. On n'a pas tout dit, mais la recherche continue. C'est un sujet de recherche actif, et donc il y a plus à découvrir. Mais ce n'est pas tout. Ce ne sont pas tous les découvertes qu'on fait avec les ondes gravitationnelles, parce que parmi tous ces trous noirs qu'on a découverts, on a découvert un objet extrêmement curieux. Donc c'était un binaire qui était composé d'un trou noir de 23 masses solaires et un autre objet mystérieux de 2,6 masses solaires. Bon, après, ça crée un trou noir, d'accord. Donc la question qui se pose, est-ce que cet objet, est-ce que c'est le trou noir le plus léger jamais observé ou une étoile à neutrons la plus massive jamais observée? Parce que, et là, nous revenons à cette question de l'horizon qu'on ne peut pas, surtout avec cette méthode, observer directement. Donc, on n'observe toujours pas l'horizon avec nos observations d'ondes gravitationnelles. Et pourquoi, en fait, on a des doutes? Parce que je vous ai dit que la masse maximale permise pour les étoiles à neutrons, c'était autour de 3 masses solaires. Mais en fait, c'est vraiment approximatif. Les derniers modèles disent que c'est plutôt 2,5. Et on a découvert un objet qui était juste à cette limite-là. Donc, on n'est pas sûr si ça peut être un étoile à neutrons. Est-ce qu'un neutron aussi massif peut générer autant de pression nécessaire? Ou si c'est un trou noir léger, parce que du coup, on ne connaît pas des trous noirs aussi légers non plus. Donc, on ne sait pas comment. Et nos théories d'évolution stellaire nous disent qu'un trou noir peut se former à partir de 5 masses solaires. Donc là, c'est une question qui est un peu ouverte. Donc, on attend des prochaines découvertes et évidemment des modèles sont en train d'être développés pour expliquer ces théories, mais les modèles doivent être testés avec des observations. Donc, on espère de découvrir plus d'objets pareils. Il y a un autre objet extrêmement curieux, c'était le trou noir peut-être des masses intermédiaires. Donc, c'était le trou noir des masses stellaires le plus massif. Donc, ça fait un peu long. Il n'est pas le plus massif parce que, comme je vous ai dit, on a des masses, des trous noirs supermassifs, donc ils sont dans les millions et dizaines de millions. Mais là, c'était une fusion de deux trous noirs des 60 et 80 masses solaires à peu près. Et là, ça pose aussi des problèmes pour nos théories d'évolution stellaire parce que, en fait, pour les étoiles qui sont extrêmement massives, les théories prédisent qu'ils ne feront pas des trous noirs, donc ils ne suivent pas le schéma que je vous ai montré, mais au lieu de ça, ils s'effondrent complètement sans laisser de traces. Alors que là, on a quand même des trous noirs très massifs, donc il n'y a pas des bonnes explications, ou en tout cas, c'est une question également qui est ouverte et sur laquelle la recherche continue. Après, je n'ai pas du tout parlé sur les étoiles à neutrons, donc on a les étoiles à neutrons binaires et les binaires étoiles à neutrons trous noirs, qui ont été aussi découverts au cours de ces observations. Donc, je ne vais pas du tout parler de ça parce que je n'ai pas de temps. Mais voilà. Mais je vous invite à suivre la conférence de Frédéric Daigne jeudi, je pense, et qui va discuter des étoiles à neutrons et des astronomies à multimessager. Voilà. Donc, pour un petit résumé en 3 parties. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a appris avec nos trous noirs stellaires? Donc déjà, on est vraiment très convaincus que les trous noirs existent dans la nature. On a maintenant beaucoup de preuves du côté non seulement des binaires X, mais là avec des ondes gravitationnelles, avec des observations qui reproduisent parfaitement les prédictions de la relativité générale. Et tant sur la forme du signal, et même on a vraiment étudié les déviations possibles des prédictions de la relativité générale, et on n'en a pas trouvé. Donc, pour l'instant, la relativité générale tient, et on a pu tester
ces prédictions dans un régime complètement nouveau, dans un régime de forte gravité, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et on a mesuré aussi le taux de coalescence. Et on sait maintenant que toutes les quelques minutes, il y a une coalescence de deux trous noirs quelque part dans l'univers. Bon, au moins l'univers autour de nous. On a les masses de ces trous noirs qui varient entre peut-être 3 et 150 masses solaires. Là, c'est la population trouvée jusqu'ici. Et évidemment, avec plus d'observations, on pourra peut-être découvrir plus de choses inattendues. Et effectivement, il y a beaucoup de questions ouvertes. Donc déjà, comment les trous noirs stellaires se forment-ils? En fait, on n'a pas des réponses complètes parce qu'on a beaucoup de trous dans notre connaissance, quand même. On a dans l'image, un grand trait, mais pas un détail. Il y a beaucoup de détails qui manquent. Après, on peut se poser la question, quelles sont les propriétés des étoiles massives qui ont formé ces trous noirs? Quelles sont les masses? Où ils se trouvent? Dans quelles galaxies? Comment ils sont répartis dans des galaxies? Où ils se trouvent au centre ou pas, etc. Est-ce que cette population de trous noirs qu'on voit ici, sur ce tableau, est-ce qu'elle est toujours comme ça? Si on regarde à l'univers encore plus longtemps, est-ce que ça sera la même population, les mêmes propriétés? Peut-être pas. Déjà, cette histoire de différence des masses nous a montré que peut-être la population, les propriétés de la population évoluent avec le temps ou avec les environnements cosmiques. Et finalement, la question des millions de dollars, hein, est-ce que la coalescence peut être accompagnée par un signal électromagnétique? Bon, normalement, non. Dans la théorie qu'on connaît, la coalescence des deux trous noirs, s'il n'y a pas de gaz autour, on ne va pas avoir de signal électromagnétique. Jusqu'ici, on n'a pas eu des signaux électromagnétiques accompagnés, mais peut-être un jour, ça va complètement défier toutes nos théories, mais ça va quand même être intéressant. Ou dans certains cas, on peut avoir de la matière autour de ce trou noir en coalescence, et dans ces cas, par exemple, s'ils se trouvent tous les deux dans la disque accrétion d'un autre trou noir, dans ces cas, on s'attend à avoir un signal électromagnétique, et ça sera complètement formidable d'étudier les profils de ces systèmes. Et là, c'est vraiment le dernier slide. Donc, qu'est-ce que le futur nous réserve? Eh bien, les interféromètres qui ont fait toutes ces découvertes, donc LIGO et Virgo, vont continuer leur observation, donc l'année prochaine, si tout va bien quand même. Et cette fois-ci, ils vont être rejoints par un 4e interféromètre qui est Kara au Japon. Donc, on va avoir, je n'ai pas trop parlé des détecteurs, mais on a 2 détecteurs aux États-Unis, on a un en Italie, et donc on va avoir un 4e, donc il est déjà opérationnel au Japon, et dans quelques années peut-être aussi en Inde. Donc, on est en train de construire vraiment un réseau très important et qui va subir plusieurs améliorations au cours des années à venir pour augmenter les sensibilités, donc à la fois voir l'univers plus lointain, donc on va avoir plus de binaires qui coalescent, peut-être autres sources aussi, les supernovae, etc. Mais aussi, pour la sensibilité qui augmente, on va avoir plus d'informations pour chaque événement. Donc peut-être voir un signal plus long, donc suivre le même signal plus longtemps. On va avoir aussi le détecteur LISA, le détecteur spatial qui va être lancé vers 2034. Il ne va pas être idéal pour les trous noirs stellaires que je viens d'évoquer, mais quand même ça va donner quelques indices. Et on a les futurs observatoires qui s'appellent Einstein Telescope en Europe et Cosmic Explorer aux États-Unis. Donc ils sont, pour des raisons, je sais pas, que je n'ai pas compris, un peu en concurrence. Mais en tout cas, ils sont un peu dans la phase préliminaire de design. Et ces observatoires-là vont être encore plus puissants que LIGO et Virgo. Mon Einstein Telescope va avoir des bras de 10 km, donc contrairement au LIGO avec 4 km. Et ça va être mis sous la surface de la Terre pour éviter le bruit sismique. Donc ça va être beaucoup plus sensible. Et
Et donc, ça va nous donner plus d'informations sur ces systèmes passionnants que sont des trous noirs binaires, des masses stellaires. Et je vous remercie pour votre attention.